Le programme intitulé Alliance ICC lance un programme des entrepreneurs. 25 entreprises ivoiriennes ou franco-ivoiriennes sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement personnalisé du programme. Signature de convention ce 21 juin entre la Sydney Pay et le groupe DPSE. Cette convention de partenariat vise la mise en œuvre de la protection des données des clients. L'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance en Côte d'Ivoire, ANCARSI, a un nouveau président. Il a été élu lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'association du 22 juin 2022. Sa mission, professionnaliser le secteur. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau journal sur Business 24. L'Institut français d'Abidjan a abrité le 22 juin la deuxième édition du programme d'accompagnement des entrepreneurs des industries culturelles et créatives ICC. Initié par Alliance ICC, il permet à une vingtaine d'entrepreneurs franco-ivoiriens du domaine des ICC d'être plus performants grâce à un coaching personnalisé. Les explications avec Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Ce sont 25 entreprises ivoiriennes ou franco-ivoiriennes qui vont bénéficier de coaching tout le long de l'année 2022. Issus du secteur de l'industrie culturelle et créative, en abrégé ICC, ils bénéficient d'un programme d'accompagnement en vue de faciliter leur accès à des opportunités de développement. Un programme initié par Alliance ICC dont la vision est de fédérer une communauté solide d'entrepreneurs et des professionnels des industries créatives et culturelles en Côte d'Ivoire. Donc Alliance pour les industries créatives et culturelles est un programme qui comporte deux volets. On a un premier volet qui est le Lab, qui est un programme d'accompagnement, d'assistance pour les entrepreneurs dans les industries créatives et culturelles que nous avons lancé en 2020. Et le second volet du programme est le réseau. Donc il y a une communauté de professionnels des ICC qui est matérialisée par un groupe LinkedIn. Et dans ce cadre-là, nous relayons des opportunités de financement, de formation à l'international et dans la sous-région pour permettre à nos entrepreneurs ou professionnels de bénéficier d'opportunités pour avoir accès au marché international. Donc, nous avons aussi dans ce cadre initié des événements de réseautage pour faciliter des échanges entre les professionnels du secteur, permettre à ces entrepreneurs-là de se rencontrer et puis faciliter des possibilités de partenariat. Au cours de cette journée, la cohorte d'entrepreneurs a bénéficié d'une formation sur comment vendre le Made in Côte d'Ivoire à l'extérieur. Une formation dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Mais sinon, auparavant, c'est d'abord la formation de l'homme en tant qu'entrepreneur. C'est dans ce sens-là que la Chambre a intervenu pour leur montrer les différentes ficelles de l'entrepreneuriat, de comment s'approvisionner, comment confectionner, comment présenter le produit. La rencontre a été marquée par des visites de stands, occasion pour ces artisans issus du monde de l'art visuel ou de l'édition de démontrer leur savoir-faire. Alors aujourd'hui, nous sommes à la base de plusieurs innovations et inventions, notamment le Tech Tech Ball, qui est la version moderne du Tech Tech classique qui a bercé l'enfance de chaque Ivoirien. Donc aujourd'hui, nous avons innové ce jeu-là dans l'optique de pouvoir promouvoir la culture ivoirienne à travers le monde. Alors je propose des produits, des doudous en pagne, des doudous que je nomme doudous africains, qui sont disponibles en 5 formats, à partir de 8 000 francs jusqu'à 35 000 francs. Alors, je remercie déjà Alliance ICC, l'ONG Entre-Afrique et ESP Partenaires qui m'ont fait bénéficier d'une formation de qualité qui m'aide à renforcer mes capacités en termes d'entrepreneur. Lancée en octobre 2021, cette nouvelle cohorte d'entrepreneurs constitue la deuxième après celle de 2020. Le programme d'accompagnement Alliance ICC est donc à sa deuxième édition et est mis en œuvre par le cabinet ES Partners, l'ambassade de France et la fondation Entre-Africa. Des milliers de personnes dans le monde effectuent des transactions monétaires chaque jour. Les entreprises, les institutions de l'Afrique francophone acceptent des paiements en ligne grâce à une plateforme de paiement. Ce moyen de paiement numérique nécessite une protection à caractère personnel des utilisateurs, d'où l'importance de se faire accompagner par les experts de la protection des données.
Le 21 juin, la Sydney Pay et le groupe DPSE ont signé un partenariat dans le but de la mise en œuvre de la protection des données des clients. Les détails dans ce reportage que signent Anja Sémian et Marius Seri. L'écosystème de paiement numérique solidifie la sécurisation de sa base de données. La plateforme de paiement en ligne et de transfert d'argent SynetPay a signé un partenariat avec le groupe DPSE. Cette signature de convention, qui a eu lieu dans les locaux de la SynetPay, s'inscrit dans une collaboration mutuelle à l'optimisation de leurs services, mais encore permettra un accompagnement du groupe DPSE dans le processus de mise en conformité à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Un partenariat bénéfique au profit des utilisateurs. Ce partenariat vient à point nommé pour nous aider et nous accompagner dans la mise en conformité de l'entreprise SynetPay, rassurer nos clients en leur disant que leurs données sont protégées et que SynetPay met en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir sécuriser leurs transactions, protéger leurs données et s'assurer qu'on ne s'adonne à aucune activité qui est en relation avec le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Les paiements numériques sont sujets à des attaques de données personnelles au blanchiment d'argent. Le cabinet spécialisé dans l'accompagnement de conformités réglementaires liées à la cybersécurité, à la lutte contre le blanchiment des capitaux, se met au service des PME, des fintechs tels le SynetPay, qui lui garantit par cette convention le niveau de conformité requis lui permettant de pouvoir répondre aux standards internationaux, une grande première en Côte d'Ivoire. C'est donc pour nous un réel engagement de pouvoir accompagner cette fintech-là qui lui permettrait donc de créer un climat de confiance entre elle et ses clients, véritable donc valeur ajoutée pour son business et avantage concurrentiel. Présent dans 10 pays en Afrique avec 40 moyens de paiement, le SynetPay enregistre près de 3 millions de transactions par jour. La signature de ce partenariat avec le groupe DPSE est un pas de plus dans son objectif, qui est d'offrir la meilleure solution de paiement numérique en Afrique en termes de technologie et de sécurité. L'Ancarci, l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, a tenu son assemblée générale élective ce 22 juin à Abidjan. Ces assises ont été l'occasion pour le bureau sortant de faire un bilan sur le mandat écoulé et ensuite procéder à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau exécutif à la tête de l'organisation. Zénab Dosso, Serge Evradeo et Jean-Yves Coléa étaient présents pour Business 24. Reportage. C'est au bout de 3 heures d'assemblée ordinaire élective que s'est fait le choix du nouveau bureau de l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance en Côte d'Ivoire, Ancarci. À la tête de cette organisation, Koulibaly Nyineman, en tant que président élu pour 3 ans de mandat renouvelable à l'issue d'un vote soumis à l'Assemblée. À sa suite, l'élection d'autres membres aux différents postes du bureau exécutif. C'est toute une équipe qui va travailler et notre objectif c'est de véritablement redorer le blason de l'ensemble de la profession du courtage en Côte d'Ivoire. Nous représentons un marché important, celui de la Côte d'Ivoire, dans toute la zone CIMA, mais nous estimons que notre profession n'est pas suffisamment bien représentée, elle est peut-être mal connue et donc notre mandat, ce sera de faire en sorte que l'image du courtier soit bien meilleure que celle qu'elle l'est aujourd'hui. Nous lancer dans de l'innovation. Nous allons procéder à un toilettage complet de nos textes et très bientôt vous entendrez parler de façon beaucoup plus positive du courtage en Côte d'Ivoire qui représente la locomotive en matière d'assurance en Côte d'Ivoire. Ce nouveau staff a pour mission d'apporter des innovations en s'inspirant du modèle stratégique des devanciers dans la mise en œuvre de son plan d'action. Son objectif est de redynamiser le secteur du courtage à travers l'Ancarci, Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance en Côte d'Ivoire. Il a ma confiance. Il a la confiance de tous les courtiers d'assurance. Mais mieux, j'ai tout fait pour qu'il ait la confiance de ce que nous appelons la tutelle. Alors moi, je ne suis qu'un président heureux qui sort, qui laisse cette association à quelqu'un qui fera mieux que moi-même. Créée depuis plus de 30 ans, l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance en Côte d'Ivoire, l'Ancarci, est une organisation qui intervient dans le domaine du courtage d'assurance en Côte d'Ivoire. Elle a pour mission, entre autres, de conseiller le client sur le contrat d'assurance qui convient à ses besoins parmi les différentes compagnies d'assurance sur le marché. Le BIT, Bureau international du travail, a lancé ce 21 juin
2 projets. Il s'agit des projets JLMP Action et Agridom. Ces projets financés par la Suisse visent à renforcer les capacités des pays bénéficiaires en matière de gouvernance, de la migration, de la main-d'œuvre, une initiative qui permettra aux travailleurs migrants d'accéder à un travail décent. Konena Nourgo et Yves Kolia pour plus d'explications. JLMP Action et Agridom, 2 projets, un seul but, permettre aux travailleurs migrants d'améliorer leurs conditions de travail à travers l'accès à un travail décent. C'est le fruit d'une synergie d'action entre l'Organisation internationale du travail en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations et l'Union africaine. Ces 2 projets permettront aux pays bénéficiaires, dont la Côte d'Ivoire, de gérer de manière efficace la migration de la main-d'œuvre, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du travail domestique. Donc ces 2 projets sur la question de la gouvernance des politiques migratoires de la main-d'œuvre. Donc la mondialisation, un de ses visages, c'est justement les mouvements de travailleurs d'un pays vers l'autre. Et vous avez des pays qui sont d'accueil, des pays de transit, des pays de départ. Et ces travailleurs migrants sont souvent très vulnérables et doivent affronter des déficits de travail décents. Souvent, ils vont dans l'économie informelle. Et donc ces projets visent justement à renforcer les capacités du gouvernement ivoirien, mais ce sont des projets au niveau de l'Union africaine pour un des 2 projets qui visent justement à améliorer les mouvements de main-d'œuvre des travailleurs sur le continent africain, mais aussi entre les continents. Les projets JLMP Action et Agridom sont financés par la Suisse. Ils vont permettre de renforcer les capacités des 5 pays bénéficiaires sur le recrutement équitable et éthique des travailleurs migrants. L'objectif, c'est de vraiment arriver à sécuriser un certain nombre de conditions pour un travail décent dans 2 secteurs qui sont fortement caractérisés par l'informel et par la migration, le travail domestique et l'agriculture. Donc ça, c'est un des 2 projets qu'on finance. L'autre projet, c'est au niveau continental pour des normes de mobilité de travail qui correspondront aussi aux accords de l'Union africaine. Ces 2 projets ont été lancés ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour le gouvernement ivoirien à travers le ministre de la Protection sociale. C'est une preuve des avancées enregistrées par le pays en matière de protection sociale. Le fait que ces 2 projets soient lancés à partir d'Abidjan, n'est rien d'autre qu'une marque de reconnaissance des actions que le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, conduit par son Excellence, Monsieur Hachi Patrick, attache du prix au travail décent. Un panel sur la problématique de la migration de la main-d'œuvre a mis fin à ce lancement. L'Université internationale de Côte d'Ivoire et la Fondation pour les études et recherches en développement international, en collaboration avec l'ENA, ont organisé récemment à Abidjan une conférence à laquelle a pris part le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ce rendez-vous s'est déroulé autour de la thématique « Quelle réponse à la flambée des prix qu'a de la Côte d'Ivoire ?» Retour sur les temps forts de cette conférence avec Marie-Christelle Zogueï. La flambée mondiale des prix, une véritable préoccupation des experts africains. C'est pourquoi l'Université internationale de Côte d'Ivoire, la Fondation pour les études et recherches en développement international (FERDI), en collaboration avec l'Université Félix Houphouët-Boigny, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES et l'École nationale d'administration ont organisé une conférence. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, professeur Alban Aouré, directeur de la CAPEC, et Dr Rabat Areski, ancien vice-président de la BAD, étaient les conférenciers de cette tribune d'échange. De leur avis, la flambée des prix est une crise réelle pour laquelle il faut des mesures structurelles permettant de garantir aux populations une souveraineté alimentaire. Selon eux, il faut attirer les investisseurs dans l'agriculture pour couvrir le marché domestique évalué à 1,3 milliard de consommateurs. Pour Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ce qu'il faut noter, c'est que pour résoudre durablement, cette problématique, on est amené à jouer sur plusieurs facteurs. C'est vrai, renforcer la surveillance du marché, procéder comme on le fait ici par moment à des plafonnements ou à des blocages de prix, mais c'est d'apporter des solutions structurelles sur le long terme, en essayant d'impacter durablement l'offre, tel que souhaité par le président Alassane Ouattara, afin qu'on puisse avoir une souveraineté alimentaire, notamment pour les produits alimentaires, les produits de grande consommation. C'est que le prix de l'argent,
par le coût d'emprunt, le prix de la nourriture, le prix de l'énergie vont rester durablement élevés. Et face à ça, il est important, urgent, de continuer à penser la politique économique à court terme et à moyen terme. Il faut faire face à un phénomène conjoncturel très aigu par des mesures spécifiques, mais en même temps, il faut le resituer dans une perspective de long terme qui implique une modernisation de l'activité agricole, une augmentation de l'offre, une réduction des coûts de transport. La leçon importante à tirer, c'est que la crise touche tous les pays. Elle est plus sévère que celle que nous avons connue en 2008-2009 et elle est censée beaucoup plus durer dans le temps. Alors il est nécessaire d'avoir des mesures très adaptées. Le gouvernement ivoirien, en vue de juguler la flambée des prix, a pris des mesures qui auront coûté environ 200 milliards de francs CFA. Cette conférence de haut niveau qui s'est tenue à l'Université internationale de Côte d'Ivoire a enregistré la participation d'éminents économistes dont le professeur Patrick Guillaumont, président de la FERDI. Les établissements de l'enseignement technique et de la formation professionnelle connaissent les filières à enseigner au titre de la session 2022. Ces filières ont été présentées le 21 juin au cours d'une cérémonie à Cocody. Le compte rendu de Diane Cablancan et Augustin Kra. Le Palm Club Hotel a servi de cadre le mardi 21 juin 2022 au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour présenter les filières aux établissements pour la session 2022. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour la direction de l'orientation, des bourses et de la mobilité de conseiller les élèves sur les orientations. Orienter les élèves dès la classe de 3e vers des filières en adéquation avec leurs vœux. Nous sommes dans une phase de transparence de nos opérations. La transparence des opérations passe par la traçabilité de toutes les actions. Et il n'y a que la digitalisation qui nous permette de voir vraiment la traçabilité de nos opérations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec nos partenaires promoteurs des établissements privés, il était bon de communiquer avec eux, de leur expliquer les différentes opérations que notre plateforme nous permet d'organiser à leur faveur et à la faveur de tout le système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et cette plateforme vient soutenir un peu la vision du ministre, donc contre les programmes tantôt, qui est de répenser un peu le TFP pour valoriser un peu nos talents et de mettre à disposition du secteur productif des personnes compétentes bien formées qui peuvent répondre aux besoins économiques du pays. Génie mécanique, électrique ou encore le génie civil et travaux publics, sans oublier l'hôtellerie. Pour les jeunes âgés de 19 ans, les choix sont nombreux pour les élèves en classe de 3e, désireux d'apprendre un métier technique. Poursuivons avec cette page environnement. Sensibiliser le public à une meilleure gestion des océans. La question a été évoquée au cours de la célébration officielle de la Journée mondiale des océans. Pour l'occasion, les spécialistes se sont donné rendez-vous récemment à Grand Laou. Objectif, poser un diagnostic objectif de la santé marine. Walter Kofi. À Grand Laou, dans le cadre de la Journée mondiale des océans, ces acteurs posent par cette action un diagnostic objectif de la santé marine. C'est que face à la dégradation des océans, deux réponses possibles sont envisagées pour la lutte contre la pollution des océans. La première est opérationnelle. Il s'agit de planter des palétuviers pour lutter contre le réchauffement climatique. 1017 plants de ce produit aquatique constituent la pépinière de l'Association villageoise de conservation et de développement de Brafédon. La deuxième réponse à la pollution des océans est institutionnelle. Le PAGIL, Programme d'aménagement et de gestion intégré, est un document cadre. Cet outil de développement local a été remis officiellement par le coordonnateur du WACA au représentant du ministre de l'Environnement. Pour prendre en charge toutes les mutations sociales, socio-culturelles, économiques et naturelles dans la zone côtière de la Côte d'Ivoire, sous pression des changements climatiques, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a élaboré le plan d'aménagement et de gestion intégré du littoral
en concertation avec les collectivités littorales, le secteur privé et les organisations de la société civile. La Journée mondiale des océans est célébrée tous les 8 juin. Cette année, le thème porte sur la revitalisation et l'action collective pour les océans. En santé à présent, alors que le monde entier se remet progressivement des effets de la pandémie de la COVID-19, une rapide émergence d'infections humaines à monkeypox a été signalée dans plusieurs pays non endémiques depuis le début du mois de mai 2022. Face à un risque de pandémie, le ministère chargé de la Santé et de l'Hygiène publique était devant la presse ce 21 juin pour échanger sur la variole du singe. Le ministère, à travers cette action, entend faire connaître cette maladie ainsi que ses mesures préventives aux populations. Cette conférence s'est déroulée à l'Institut national d'hygiène publique en présence de notre reporter Serge Evradeo. Depuis bientôt 2 mois, la maladie à virus, monkeypox ou encore appelée maladie du singe, fait ravage dans les zones urbaines bien que présente traditionnellement dans les zones des forêts tropicales humides. En Côte d'Ivoire, l'heure est à la prévention sur ce virus qui gagne du terrain. Pour reconnaître cette maladie, il faut dire que c'est une maladie qui va se caractériser par une fièvre et des éruptions. C'est une fièvre éruptive qui va apparaître en 5 à 21 jours après le contact avec l'agent infectieux. Ça va se faire en deux grandes phases. La première phase, c'est une fièvre qui va être accompagnée d'adénopathie, donc ce sont des ganglions qui vont s'enfler à peu près sur toutes les parties du corps, mais notamment au niveau cervical. Après cette phase-là, il y a une autre phase qui apparaît, qui est la phase éruptive, avec des boutons qui vont apparaître sur la peau. Ces éruptions peuvent s'ouvrir qui vont donner lieu à des circulations de pus. Mais ça va se cicatriser de façon plus ou moins spontanée. Les personnes malades vont rester contagieuses jusqu'à ce que cette croûte-là tombe et qu'une nouvelle peau apparaisse. Donc en dehors de ça, ces personnes-là sont encore contagieuses. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appelle les populations à la vigilance et les exhorte au respect des mesures préventives. Et il faut retenir que c'est essentiellement les mesures d'hygiène qui ont été déjà édictées lors des maladies précédentes, notamment se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, et éviter les contacts avec des animaux infectés ou malades. Lorsqu'il y a des cas qui surviennent dans la communauté, il faut les isoler. Il faut signaler ces cas-là le plus tôt possible au centre de santé afin que les mesures soient prises le plus rapidement possible. Il n'y a pas encore de cas suspects, encore moins de cas confirmés. Toutes les dispositions sont prises pour que s'il y a un cas qui apparaît, il soit vraiment pris en charge le plus rapidement possible afin de mener des investigations et puis circonscrire si c'est nécessaire. Le nom monkeypox provient de la découverte initiale du virus chez des singes captifs au Statens Serum Institute à Copenhague au Danemark en 1958. C'est dans les années 70 que le premier cas humain de variole monkey a été observé en République démocratique du Congo chez un enfant. L'actualité dans la capitale politique à présent. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé à Yamoussoukro à l'endroit des parties prenantes pour l'éducation pour tous. Objectif, permettre aux participants d'apprendre à analyser les résultats obtenus en 2021 suite à la mise en œuvre des activités du PSE 2016-2025 et procéder à un suivi de l'exécution des actions planifiées. Reportage Charles Kouakou et Zénab Dosso. Depuis l'année 2017, le secteur éducation-formation met en œuvre son plan sectoriel 2016-2025. Il a pour ambition de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité pour une éducation de qualité. En prélude à sa participation à chaque revue conjointe, le RIPPT inscrit dans ses divers plans d'action soutenus par le Partenariat mondial pour l'éducation une pré-revue annuelle qui réunit des membres des comités régionaux. Chaque année, le RIPPT se retrouve à Yamoussoukro avec tous ses membres dans le cadre de la pré-revue, qui est une rencontre des acteurs de la société civile active en éducation
pour faire un peu le bilan des activités du plan sectoriel d'éducation 2016-2025 pour l'année écoulée. Nous n'avons pas dérogé à cette règle pour cette année, et donc nous nous retrouvons ici dans ce cadre-là. Et donc la spécificité de cette année, c'est que la pré-revue est précédée d'une session de renforcement des capacités des comités régionaux à l'utilisation de l'outil de collecte de données qui leur permettra de faire des analyses de leurs données qu'ils vont faire. Un atelier qui a le soutien du ministère de l'Éducation, de la formation de base et de l'alphabétisation. Il s'agissait pour nous de venir présenter la vision de la stratégie, les principes directeurs, la théorie du changement et les attentes du ministère vis-à-vis des ONG et de la société civile. Il s'agit de faire en sorte que tous les enfants de 6 à 16 ans aient accès à l'éducation. En ce qui concerne l'analyse des résultats, un accent particulier a été mis sur la distribution des kits scolaires, l'inscription au CEP1, le fonctionnement des centres d'alphabétisation, la gestion des ressources humaines et la réalisation d'infrastructures scolaires. Prenant la direction de Danané à présent, 7 groupes du département de Danané reçoivent des fonds de commerce d'une valeur de 1 million de francs CFA chacun. Pendant ce temps, 4000 femmes du département recevaient des ustensiles de cuisine et de pagne, un don de la fondation Kouma Edwige Dieti. Théodore Kanga, notre correspondant dans la région, nous en dit davantage dans son reportage. Dans le cadre de son vaste programme d'autonomisation des femmes, Edwige Dieti, présidente de l'ONG KED, a procédé le week-end dernier à la remise de fonds de soutien à l'autonomisation des femmes à 7 groupements du département de Danané. Ces groupements ont reçu chacun la somme de 1 million de francs CFA. Ce n'est pas tout. La présidente de l'ONG Kouma Edwige Dieti a également donné le sourire à 4000 femmes du département. Ces braves mamans ont reçu chacune des pagnes et des ustensiles de cuisine. Une action qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État à travers la Côte d'Ivoire solidaire. Pour rappel, nous sommes à un jour solennel, celui de la célébration des vaillantes, braves et dynamiques femmes du département de Danané que nous avons baptisé la grande fête de la femme. Cette cérémonie s'inscrit dans la droite ligne de notre engagement pour le bien-être de nos sœurs, femmes et mamans du département de Danané. Chères mamans, chères sœurs, du haut de cette tribune, recevez l'expression de ma reconnaissance infinie. Femmes de Danané, chères mamans, aujourd'hui est notre jour. Nous sommes là pour nous amuser. La fondation est là pour vous honorer parce que vous méritez cela. Et nous voudrons témoigner de notre reconnaissance, mais également réaffirmer ici que tout ce qui sera fait pour rendre une femme heureuse, la commune de Danané sera partie prenante. Les mamans bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à leur bienfaitrice. Elle demande de partage surtout. Et aujourd'hui, elle a partagé 5 000 cadeaux à ces mamans qui sont arrivées. Elle vient de me dire que même celles qui n'ont pas été invitées, qui sont là, elles vont recevoir aussi des cadeaux. Donc vraiment, c'est une joie pour nous. Donner cadeau à 3000 mamans de Danané, c'est une chose vraiment extraordinaire. Et j'en profite pour remercier notre fille Edwige Dieti. Au terme de cette cérémonie, Edwige Dieti a invité les femmes à l'union afin d'être plus fortes. Poursuivons ce journal à Divo où les femmes de Divo dans la région du Lodibois ont organisé une journée de récompense des différentes associations féminines de la région. Il s'agit de redynamiser toutes les associations féminines autour de la présidente de la Fédération des femmes de la localité. Reportage Jonas Zagboki et Marie-Christelle Zogueï. Elles étaient toutes là, les femmes du Lodibois. Avec elles, les autorités féminines de la localité, en l'occurrence
Madame Pénan Bleuchon Constance, sous-préfet de Divo. Elle représentait à cette cérémonie M. Kwaku Assoma, préfet de région. Aux côtés de la sous-préfet, la secrétaire générale de préfecture. Ces autorités féminines se sont succédées à la tribune. Toutes ont invité les femmes de la région du Lodjibois à se mettre ensemble pour prôner l'union, l'amour pour le bon vivre ensemble de toutes les communautés. Que vous soyez dans l'administration publique ou privée, commerçante, agricultrice, et même mère au foyer, vous jouez un rôle déterminant dans la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je voudrais, au nom de Monsieur le Préfet, vous en remercier. Madame Assouan, la fédérale, quant à elle, a exhorté les femmes à l'unité, l'entraide pour un développement durable des activités des femmes. Elle a également appelé les femmes à l'unité et au travail pour une véritable autonomisation des femmes de Divo. Nous sommes en 3e édition aujourd'hui. Notre objectif, d'abord premier, c'est pour que les femmes soient ensemble, pour la cohésion et puis puissent travailler pour eux-mêmes, leur autonomisation. Au terme de la rencontre, des cadeaux de différentes natures ont été offerts aux femmes des différentes associations présentes. En 5 heures, des représentations artistiques ont égayé l'Assemblée des femmes de la région du Lodjibois. L'actualité en images à présent, 93% des chefs d'entreprise africains s'attendent à ce que la ZLECAf entraîne une hausse du commerce intra-africain, selon un sondage publié récemment par le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé. Ce taux est en hausse par rapport à celui enregistré durant l'édition 2021 du même sondage. Dans le détail, les chefs d'entreprise sondés citent plusieurs avantages de la zone de la ZLECAf. Il s'agit de l'ouverture de nouveaux marchés pour l'exploitation des biens et des services, entre autres. Voilà qui met un terme à cette nouvelle session d'information sur Business 24, journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi, particulièrement à nos téléspectateurs de Thiès, Kayar, Matam et partout au Sénégal sur le canal 171. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.